On a besoin. Bon, alors bonsoir. Nous sommes Pierre-Henri Tavoyot et moi. Pierre-Henri qui est le professeur référent de la formation continue sous l'égide de laquelle se déroule l'université d'été. Ici, à la Sorbonne, cette université étant, rappelons-le, une initiative cette année, non pas uniquement de notre Sorbonne Université, mais de notre communauté, enfin, non pas uniquement, pardon, une initiative de Paris-Sorbonne, notre université, mais de notre communauté Sorbonne Université. Mais c'est nous qui, disons, prenons en charge, organisons les choses ici. Et donc, nous sommes extrêmement heureux de vous recevoir pour cette première conférence inaugurale d'une série de conférences qui aura lieu pendant donc, les 4 premières semaines de juillet, qui portent sur des thèmes extrêmement divers, qu'on peut finalement résumer autour d'une appellation générale et vaste, l'homme et son environnement, appellation qui nous a permis d'avoir, vous l'avez vu sûrement sur le programme, des thèmes extrêmement variés, de nature différente. C'est le principe de cette université d'été. Nous faisons intervenir des spécialistes de toutes les disciplines pour parler d'un thème commun, que ce soit sur les conférences ou que ce soit sur les cycles du matin. Des philosophes, des historiens, des scientifiques. Alors donc, on est très content d'inaugurer ce soir cette communication, enfin cette série de conférences avec Claudia Sénic, qui est à Paris-Sorbonne, professeure d'économie, et qui va traiter de son thème de recherche et sur lequel elle produit, et elle a déjà, je crois, beaucoup fait parler d'elle. Je pense, tu as prévu, Claudia, une petite série de questions-réponses après. Voilà, hein. Donc vous pourrez bien entendu échanger avec elle. Donc je passe la parole à Pierre-Henri qui va, je pense, la bienvenue. Qui n'a plus rien à dire, et simplement très heureux d'accueillir effectivement Claudia de cette conférence qui est superbe, magnifique, et qui, je lui mets un peu de pression comme ça, et qui va effectivement susciter, je n'en doute pas, beaucoup de questions. Et c'est vrai que prenons le temps un petit peu de la discussion ensuite, parce que c'est vraiment un sujet et une approche extrêmement originale. Merci Claudia, merci à tous et bonne conférence. Merci de m'avoir invité. Merci d'être là. Et donc je parle pendant, Catherine, pendant 45 minutes, 30 minutes, combien? Non, mais... Ok. Bon, mais donc je présente un peu ce champ de recherche dans lequel je travaille depuis plus de 10 ans, maintenant j'arrête de compter, qui s'appelle l'économie du bonheur. Oui, c'est un peu... It's not focused, c'est comme dans Woody Allen, il fait trop chaud, c'est pas très... Ouais. On n'entend pas? D'accord. Ok. Bon. Donc l'économie du bonheur, j'ai essayé de rassembler les idées que sur lesquelles j'avais travaillé dans cet ouvrage qui est paru en octobre 2014, en octobre dernier. Donc qu'est-ce que c'est l'économie du bonheur? C'est un champ de recherche de l'économie où on essaye de mesurer ce que les gens, la satisfaction, le bien-être des gens, en utilisant des données subjectives, ce qui n'est pas du tout la méthode économique habituelle. Normalement, en économie, on analyse les actions des gens. Bon, l'économie s'intéresse aux choix et aux décisions, et en général, elle essaye d'observer le résultat des choix des gens dans les actions qu'ils prennent. Et donc, on croit la méthode en économie, c'est ce qu'on appelle les préférences révélées. Donc, si on veut savoir ce que les gens aiment, ce qu'ils veulent, ce qu'ils désirent, quelles sont leurs préférences, donc quels sont leurs objectifs, leurs goûts, et donc comment est-ce qu'il faut organiser la société, on regarde ce que font les gens. On regarde donc comment leurs préférences se révèlent dans leurs actions. Par exemple, si je veux savoir si vous aimez venir à la Sorbonne à 18h quand il fait chaud en mois de juin, eh bien, je regarde combien de personnes viennent. Si je veux savoir si les gens aiment les cornflakes, je regarde comment évolue la demande de cornflakes en fonction du prix. Mais il y a plein de choses dans la vie économique et sociale pour lesquelles on ne peut pas faire ça. Par exemple, tout ce qui est phénomène agrégé, par exemple la pollution, les inégalités de revenus, la qualité des institutions, la justice sociale, des choses comme ça, on ne peut pas aller sur le marché pour en acheter plus ou moins. On ne peut pas donc observer les comportements des gens et leurs réactions au prix de ces choses-là, puisqu'elles n'ont pas de prix, elles ne font pas l'objet d'une transaction. Donc, même nous les économistes, comme on s'intéresse à ces choses-là, eh bien, on utilise une autre méthode qui consiste à utiliser des données subjectives. Donc, dans les grandes enquêtes auprès de la population, dans lesquelles on mesure les conditions de vie des gens, il y a aussi des questions subjectives où on demande aux gens d'évaluer eux-mêmes leur vie
leur satisfaction dans la vie. Donc, typiquement, sur une échelle de 0 à 10, à quel point êtes-vous satisfait de votre vie? Donc, je pose la question. Donc, si vous mettez 0, vous êtes totalement insatisfait. 10, vous êtes parfaitement satisfait. Et entre les deux, ou à quel point êtes-vous heureux? En considérant tout globalement, à quel point êtes-vous heureux? Donc 0, très malheureux, 10, parfaitement heureux, et puis après, il y a une gradation, etc. Et puis, on peut décliner ce genre de questions. Satisfait de votre travail, satisfait de vos conditions financières, satisfait de votre quartier, de la vie sociale dans votre quartier, etc. Et ensuite, on met en relation les réponses que les gens ont données à ces questions subjectives avec les circonstances de leur vie objectives que l'on mesure pour essayer de voir quels sont les corrélats du bonheur et aussi parfois, si on y arrive, quels sont les fondements du bonheur. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut... la question qu'on se pose en tant qu'économiste, c'est est-ce qu'on a des manettes? Est-ce qu'on a des moyens d'agir sur le bien-être des gens? Est-ce que dans l'économie, il y a des choses qui, effectivement, impactent le bien-être des gens et donc qui peuvent permettre d'améliorer ce bien-être? Est-ce que quand on accroît l'emploi, la croissance, est-ce que quand on met en œuvre telle ou telle politique publique, eh bien, ça a un impact réel sur le bien-être des gens? Vous allez me dire, mais quel rapport avec l'économie? L'économie s'intéresse à la production, à la consommation, etc. Non, en fait, l'économie s'intéresse au bien-être. Le modèle de base de l'économie, c'est un individu qui essaye de maximiser son bien-être, ses contraintes de ressources. L'entreprise essaye de maximiser son profit, mais derrière, il y a les actionnaires, donc, etc. Et le gouvernement, qui est au service des individus, de la société, essaye donc de remplir aussi, de maximiser ce que essaye d'atteindre les objectifs que les individus se donnent eux-mêmes, donc leur bien-être. Donc, contrairement à ce que parfois on a en tête, les économistes ne pensent pas du tout qu'il faut augmenter toujours et plus la production, mais en fait, c'est le bien-être qui est visé in fine. Et donc, avec cette méthode des données subjectives, donc avec cette méthode de mesure du bonheur, eh bien, on essaye d'aller droit au but. Voilà. Donc, en gros, c'est ça un peu l'idée. Donc, ça fait maintenant 15 ans, en gros, que ce champ de recherche se développe beaucoup, où il y a énormément d'articles et d'études qui sont menées. Et donc, c'est devenu vraiment quelque chose de tout à fait installé dans le domaine. Donc, on n'a plus peur de prendre des étudiants en thèse sur ce genre de sujet. On sait qu'ils sont maintenant mainstream, même quand ils travaillent là-dessus. Et donc, on a accumulé un peu de recul sur ce qu'on peut apprendre, quel genre de questions on peut se poser avec ces données, avec cette méthode. OK. Alors, d'abord, comment on fait? Donc, typiquement, on essaye d'expliquer le bien-être, le bonheur, la satisfaction des gens en fonction de leurs conditions de vie. Alors, juste un petit point pour les philosophes qui sont dans la salle. Donc, on ne se pose pas trop de questions sur satisfaction, bonheur, etc. Qu'est-ce que c'est exactement? On sait bien que quand on pose aux gens la question de la satisfaction dans la vie, et ils donnent une réponse qui mesure un peu deux choses. Ça mesure à la fois un bien-être émotionnel, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont contents, ils se sentent bien, et ça mesure aussi un aspect cognitif, c'est-à-dire le jugement qu'ils portent sur leur vie. Est-ce que vous êtes satisfait de votre vie? Ça veut dire à la fois est-ce que vous êtes bien dans votre vie et est-ce que vous êtes content de vos choix passés? Donc il y a un aspect cognitif, évaluatif. Quand on pose la question du bonheur, c'est un peu la même chose, mais plus émotionnel, plus hédonique, un peu moins cognitif. On peut aussi demander aux gens comment ils se sont sentis au cours de la semaine dernière. Est-ce que souvent ils se sont sentis angoissés, anxieux, stressés, etc. Et là, on est encore plus dans l'émotionnel et moins dans le cognitif. Bon, voilà un peu les notions qu'il y a derrière. Mais en fait, la démarche consiste non pas à essayer de définir très précisément des notions et de les imposer aux gens qu'on interroge, mais au contraire de demander aux gens de nous dire comment ils se sentent sur ces échelles qu'on leur propose et de nous, ensuite, avec les informations qu'on a sur ces gens dans les enquêtes, comprendre de quoi il s'agit et qu'est-ce qui fait leur bonheur. Donc on laisse les individus faire leur propre synthèse, donner leurs notes individuelles, et avec toutes ces notes individuelles, on comprend un peu quelle est la structure du bonheur d'une société qui a été étudiée. Donc qu'est-ce qu'on sait un peu avec le recul? Donc, quels sont les corrélats du bonheur? D'abord, remarquons que, à première vue, je ne sais pas si on n'a jamais entendu parler de ça, on peut se dire, bon, mais cette question, est-ce que vraiment les gens répondent, est-ce que ça a un sens, la réponse qu'on donne? Si je vous demande d'évaluer votre vie, votre satisfaction dans la vie, sur une échelle de 0 à 10, est-ce que vous savez répondre à la question? Est-ce que ça a un sens? On pourrait douter du fait que ça capture vraiment quelque chose. Or, avec le recul, comme on a maintenant des centaines de milliers de gens qui ont été interrogés dans quasiment tous les pays
depuis 15 ou enfin, finalement depuis 30 ans, on sait que les réponses ont une structure. C'est-à-dire que la réponse que donnent les gens est vraiment associée à certaines conditions de vie de manière très 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 régulière. Et si ces réponses ne mesuraient rien, si c'était juste du bruit, ça ne pourrait pas être le cas. Donc et puis on a d'autres raisons de penser qu'elles mesurent vraiment quelque chose. Alors les données se comportent bien, c'est-à-dire qu'elles réagissent de manière attendue aux conditions de vie des gens. Donc premièrement, qu'est-ce qui fait que quelqu'un se déclare plus heureux que quelqu'un d'autre? Ou qu'est-ce qui fait que quelqu'un se déclare plus heureux que l'an dernier? Le revenu. Donc le revenu, bien sûr, donc le niveau de vie matériel. Le fait d'être en emploi, extrêmement important. En fait, les gens, c'est au-delà même de l'aspect monétaire du chômage. Le fait de ne pas être en emploi a un impact extrêmement négatif sur le bien-être déclaré. Le genre, les femmes se disent plus heureuses que les hommes quasiment dans tous les pays, mais surtout dans les pays développés, plus heureuses et plus satisfaites de leur vie. L'âge, alors l'âge, il y a une relation un peu étonnante entre l'âge et le bonheur déclaré, c'est-à-dire que quand on interroge des gens, les gens dans les enquêtes, et ça c'est pareil, hein, c'est dans toutes les années, tous les pays, il y a une courbe en U. Donc on commence à 18 ans, au fur et à mesure que les gens avancent en âge, le niveau moyen de bonheur qu'ils déclarent décroît pour atteindre un minimum autour de 45-50 ans, et ensuite ça remonte. Vraiment complètement contre-intuitif, la remontée en tout cas, mais en fait non, je peux vous dire que finalement c'est vrai, mais en tout cas c'est comme ça, il y a cette convexité, cette courbe en U du bonheur avec l'âge, qui peut être liée à plusieurs choses, qui peut être liée il y a plusieurs explications possibles. La première, c'est que finalement, au fur et à mesure qu'on avance en âge, on ajuste les anticipations qu'on a et puis les possibilités réelles dont on dispose. Et il y a un moment où ça finit par coïncider et donc on arrête d'être frustré parce qu'on a des aspirations trop élevées. Une autre explication, c'est qu'il y a un âge auquel responsable de tout, à la fois sa vie professionnelle, ses enfants, etc. Et donc c'est un peu pesant, et puis après, les choses s'allègent. Peut-être que c'est simplement hormonal. Enfin, le fait est que on a cette courbe en U. Il y a un dessin un peu humoristique de The Economist qui illustre les raisons possibles de cette courbe en U. Donc on voit qu'au début, on voit les gens dont on a coupé la tête là, vers 16, 18, 20, ils sont très légers, ensuite un peu moins, ensuite ils sont accablés en bas de la courbe là, par le travail et les enfants, et puis ensuite ça finit par, ça s'allège et ça va beaucoup mieux vers la fin. Bon, donc ça ce sont les corrélats du bien-être subjectif, c'est les choses qui sont toujours associées à les grands invariants, disons. Il y en a d'autres, hein, le fait d'être entouré, d'avoir ce qu'on appelle nous du capital social, donc d'avoir beaucoup de relations sociales, de vivre dans un milieu social assez serré, le fait d'avoir quelqu'un à qui parler, de vivre avec quelqu'un, la croyance religieuse, il y a plein d'autres corrélats assez forts. Mais bon, nous ce qui nous intéresse évidemment, les économistes, c'est de savoir, comme je l'ai dit, si on a un peu des manettes. Donc la première question que se sont posées les économistes, et en fait elle continue encore jusqu'aujourd'hui à être posée parce que c'est pas tranché, c'est de savoir si on a raison de vouloir augmenter toujours et encore le revenu par habitant. Est-ce que c'est ça le bon objectif de la politique publique, la politique économique? Est-ce que c'est ça l'indicateur que les gouvernements doivent viser et mesurer? Ou est-ce qu'en fait, ça ne rend pas les gens plus heureux, auquel cas ça perdrait de sa légitimité? Donc, est-ce que augmenter le revenu de tous va accroître le bonheur de tous? Donc, cette question a été posée par un économiste californien qui s'appelle Richard Easterlin, déjà en 1974. Et puis ensuite, il l'a reposée et il a continué à produire des données pour répondre à cette question. Et ce que Richard Easterlin a trouvé, c'est qu'en fait, il y a une relation assez paradoxale, assez compliquée entre le revenu par tête, le revenu par habitant d'un pays, et puis le bonheur des habitants, le bonheur des gens, le bonheur déclaré. Donc, selon la manière dont on regarde les données, c'est-à-dire les statistiques, les enquêtes, hein, la réponse à cette question diffère. Alors, premièrement, au sein d'un pays, les gens les plus riches se déclarent toujours plus heureux que les gens les plus pauvres. Donc là, c'est la Chine. On a découpé la population en 10 tranches, 10 déciles, donc les 10% les plus pauvres, les 10% d'après, et puis les 10% les plus riches.
Et la hauteur des barres, de l'histogramme, ça représente le niveau moyen de bonheur déclaré par les gens qui sont dans cet histogramme, dans cette tranche de revenus. On voit que plus on appartient à une tranche de revenus élevée, plus on se déclare heureux. Bon, c'est pas étonnant, mais c'est toujours bien de le voir dans les données. Ça, c'est la même chose aux États-Unis. Il y a une enquête qui s'appelle General Social Survey, donc enquête sociale américaine, qui interroge plus de 10 000 Américains tous les ans, depuis 1972. Et donc, on prend tous ces gens, leurs réponses. Sur l'axe horizontal des abscisses, on met leur revenu annuel, le revenu annuel de la famille en dollars constant. Sur l'axe vertical des ordonnées, on met le niveau de bonheur moyen déclaré par ces gens-là. Et puis, on représente chaque niveau de revenu par un point, par un cercle. Plus le cercle est grand, plus ça veut dire qu'il y a de gens dans ce cercle. Et on voit donc un point par niveau de revenu et le niveau de bonheur associé. Okay, et on voit que la relation, elle est comme ça. Donc elle est concave, c'est-à-dire que quand on sort de la pauvreté, le niveau de bonheur augmente beaucoup, et puis au fur et à mesure qu'on arrive à des zones où les gens sont plus riches, $1 de plus, enfin $1, $1000 de plus, ça les rend un peu plus heureux, mais moins que s'ils partaient de plus bas. Okay, donc il y a une espèce d'utilité marginale décroissante, comme on dit, c'est-à-dire que... Mais ça reste positif quand même, hein. Donc quand on passe en log, c'est le graphique de droite, on voit qu'il y a une relation vraiment linéaire entre le log du revenu et le bonheur. Bon, c'est un peu technique, c'est juste pour dire que la relation, elle n'est pas linéaire, c'est pas $1000 de plus donne un échelon sur l'échelle de bonheur. En fait, c'est pas en dollars, c'est en pourcentage. C'est ça une relation log. Donc en pourcentage, ça reste constant, c'est-à-dire que 10% de salaire en plus, ça fait toujours le même montant de bonheur en plus. C'est une relation concave. Ok ? Donc ça, c'est au sein d'un pays, quand on prend la photo, les plus riches se déclarent plus heureux que les plus pauvres. Maintenant, entre pays, quand on mesure le bonheur moyen des habitants des différents pays du monde, eh bien, on a la même relation concave, c'est-à-dire que les habitants des pays pauvres se déclarent moins heureux que les habitants des pays riches. Et quand on trace la relation typique entre le revenu par tête par pays et le bonheur par pays, on obtient la même courbe comme ça que tout à l'heure, concave, où évidemment, quand on sort de la pauvreté, entre un pays très pauvre et un pays moins pauvre, il y a une grosse différence de bonheur. Après, entre un pays riche et un pays encore plus riche, il y a encore une différence, mais moindre. Ce qu'on voit sur ce graphique, et qu'on en reparlera à la fin, c'est qu'au-delà de cette relation typique, on a quand même des différences culturelles, puisque quand on regarde au-dessus de la courbe, on a les pays d'Amérique latine, qui sont beaucoup plus heureux que ce que prédirait simplement leurs conditions de vie objectives, enfin leur niveau de vie objectif. En dessous de la courbe, on a les pays anciennement socialistes, dont le niveau de bonheur est bien inférieur à ce que prédirait leur niveau de revenu. Par là, on a les pays d'Europe, vers la droite, qui sont dans la moyenne typique, et puis on verra, si on a le temps, que la France est en dessous de la courbe. Donc, les habitants des pays riches sont plus heureux que les habitants des pays pauvres. Parfois, certains pensent le contraire, mais les données nous disent vraiment tout le temps ça. Ensuite, les fluctuations conjoncturelles, c'est-à-dire le cycle des affaires, les récessions et les booms, sont très corrélés avec le sentiment de satisfaction dans la vie et de bonheur des gens. Les récessions économiques rendent les gens malheureux. Les fluctuations économiques en tant que telles rendent les gens malheureux. Les gens préfèrent vivre dans un monde qui est stable et prévisible, ne serait-ce que parce qu'il faut qu'ils prennent des décisions intertemporelles, il faut qu'ils s'endettent pour acheter leur logement. Ils préfèrent savoir de quoi l'avenir serait fait. Donc le chômage, l'inflation, la volatilité rendent les gens malheureux. Et quand on regarde les fluctuations conjoncturelles, par exemple aux États-Unis, et qu'on les représente sur un graphique, c'est sur l'échelle de gauche, et qu'on représente le bonheur moyen des Américains déclaré par les Américains dans cette enquête, eh bien on voit qu'il y a un parallélisme absolument frappant dans l'évolution du revenu par tête et dans l'évolution du bonheur par tête. Ça suit vraiment, ça se suit de très près. Encore plus impressionnant, peut-être, c'est un article d'Angus Deaton qui utilise des données de l'Institut Gallup. Vous savez, Gallup, les sondages, ils interrogent 1000 Américains par jour, tous les jours, en leur posant tout un tas de questions, et notamment, est-ce que vous êtes heureux? Et donc, ce sont des données journalières. Et puis, par ailleurs, chaque jour, on a le cours de la bourse. Donc, ils représentent sur ce graphique le cours de la bourse et le cours du bonheur américain, jour par jour. Donc, des données à haute fréquence. Donc, les données de la bourse, c'est Standard & Poor's, c'est la ligne pointillée. Les données du bonheur, c'est la ligne continue, en noir. Et on voit que là encore, il y a une évolution qui est vraiment très, très parallèle. Alors, pourquoi? C'est parce que la bourse, ça représente les anticipations du marché sur ce qui va se passer dans l'économie.
Donc ça veut dire que les anticipations comptent dans le bonheur des gens. Les anticipations économiques, c'est-à-dire est-ce que les gens sont optimistes ou pessimistes sur les affaires, leur emploi, eh bien ça agit pas mal sur leur bonheur. Toujours dans le même ordre d'idées, on peut regarder le niveau de bonheur et l'évolution économique au moment de la transition. Vous vous souvenez de la transition dans les pays de l'Est? Myriam est là pour attester ou contredire. Donc typiquement dans les pays en transition, on a eu une première phase de ce qu'on a appelé récession transformationnelle. Très joli comme mot. Donc c'est pour dire que l'économie planifiée se délite et il faut un certain temps pour que les relations économiques se réorganisent sans le plan. Et donc pendant cette période, cette espèce de temps de réorganisation, l'économie s'effondre et puis ensuite elle repart. Donc on a toujours une période de récession transformationnelle qui dure en moyenne 18 mois. Donc l'économie, le revenu par habitant décroît fortement, puis repart. Là, on le voit en Russie, parce qu'en fait, la libéralisation, elle a vraiment commencé en 1994 avec la privatisation des entreprises. Et puis, il y a eu une politique économique assez désastreuse avec le corridor du rouble, enfin, peu importe. Et à partir de 1998, le rouble a été dévalué et l'économie a été vraiment libéralisée. Alors, sur la ligne rouge, on voit le revenu par tête. Et sur la ligne bleue, on voit la satisfaction dans la vie déclarée par les Russes chaque année sur une échelle de 0 à 10. Et c'est tiré de l'enquête russe formidable qui s'appelle RLMS, Russian Longitudinal Monitoring Survey. Et puis on a des graphiques absolument d'une allure semblable dans tous les pays en transition pour lesquels on a des données. Donc l'ancienne RDA, la Biélorussie, la Slovénie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, etc. Ok, donc tout ça, ça va ensemble. Les riches sont plus heureux que les pauvres, au sein d'un pays, entre pays, les fluctuations économiques sont liées au bonheur. Bon, très bien. Le problème, c'est que, en fait, ce qu'Easterlin avait envie de montrer, et qu'il a montré dès son premier article en 1974, c'est qu'en fait, en tendance, ça ne marche pas. C'est-à-dire que si on prend deux points très éloignés dans le temps l'un de l'autre, tels que sur cette courbe, 1972, 2002, 30 ans de croissance, le revenu par tête qui est multiplié, donc on voit qu'il passe de 1500 à 33 000, donc multiplié par 2. Ça, c'est la ligne comme ça qu'on voit qui est croissante. Le bonheur moyen des Américains, en tendance, il n'y a rien. Alors, on voit que les points bougent comme ça, il y a des fluctuations, mais si on tire une droite entre les deux points extrêmes, la droite est plate. Donc, il n'y a pas de tendance à l'augmentation du bonheur. Et ensuite, Easterlin n'a pas cessé de produire des courbes de ce type pour montrer qu'il n'y avait pas de tendance à l'augmentation du bonheur sur le long terme. Donc on peut faire à peu près on peut construire à peu près le même genre de graphique pour les pays européens, 1973-2004. Et un des graphiques les plus troublants d'Easterlin, c'est celui-ci, je trouve, c'est le Japon. On sait que le Japon a connu une croissance très forte dans la période d'après-guerre, 5% par an en moyenne, jusqu'aux années 80. Donc là, effectivement, le graphique montre l'évolution de la satisfaction dans la vie moyenne de 1958 jusqu'à 1995. Je ne sais pas si on voit très bien. Et donc toujours, on voit qu'il y a des petites fluctuations du bonheur moyen, mais en tendance, il y a 0. Donc 5% de croissance moyenne par an pour rien en termes de bonheur. Quand même un peu désespérant. Donc finalement, le message d'Easterlin, c'est que augmenter le revenu de tous, ça ne permettra pas d'augmenter le bonheur de tous. Donc on ferait mieux de changer d'objectif de politique économique, on ferait mieux de changer de manière d'utiliser notre temps, et au lieu de faire travailler toujours plus d'heures pour gagner toujours plus d'argent qui finalement ne nous rend pas heureux, on devrait plutôt privilégier d'autres aspects de la vie, les relations sociales, les relations familiales, etc. etc. Ça c'est le message d'Easterlin. Alors certains ont suggéré que... Enfin, après on va parler des explications. Mais la première explication qui vient à l'idée, c'est que ça dépend peut-être du niveau de revenu, parce que peut-être que quand on est pauvre, le revenu ça compte, et puis après, au-delà d'un certain seuil, on passe dans une société postmoderne, finalement on a de quoi vivre et survivre, et maintenant ce qui compte c'est l'art, l'esthétique, l'expression de soi, etc., des choses supérieures, et c'est vrai que bon, finalement le revenu par tête c'est plus tellement important. Donc il y a peut-être un effet de seuil. Cette idée de seuil de satiété a toujours existé en fait. Adam Smith parlait déjà de seuil de satiété. Il disait quand on a atteint un certain niveau de revenu par tête, ça ne sert plus à rien de croître au-delà. On ne peut pas, finalement, on peut pas profiter d'une quantité toujours supérieure de confort matériel. Ça ne sert à rien. Mais en fait, quand on regarde ces relations concaves,
il n'y a pas d'effet de seuil, c'est-à-dire que ça continue, le bonheur continue à augmenter avec le développement, même si la courbe devient à une pente très faible, ça continue à augmenter. Et quand on teste l'existence d'un effet de seuil, on ne la trouve pas. Donc cette idée est attrayante, mais elle n'est pas dans les données. On n'arrive pas à démontrer, statistiquement, on n'arrive pas à le trouver, on n'arrive pas à identifier cet effet de seuil. Donc on peut continuer à essayer de le mettre en évidence, mais pour l'instant, on n'y est pas arrivé. D'ailleurs, Easterlin rejette cette idée. Ce n'est pas du tout son idée. Il dit, c'est absolument pas ça le problème, c'est pas une question d'effet de seuil, c'est juste qu'il n'y a aucun rapport entre la relation instantanée entre revenu et bonheur, c'est-à-dire à un moment donné du temps, qui est plus heureux, qui est moins heureux, et la relation dynamique. Et donc lui, son message, c'est de dire, c'est pas parce que les pays développés, les gens des pays développés, sont plus heureux que les gens des pays en développement, que les habitants des pays en développement vont être plus heureux grâce au développement. C'est un message extrêmement négatif sur ce qu'on peut attendre du développement. Voilà, c'est ça l'idée. Donc il n'y a pas de transposition de la relation instantanée dans une relation dynamique. C'est ça le message d'Easterlin. Ce n'est pas une question d'effet de seuil. Okay. Donc il dit qu'il ne faut pas attendre de la croissance la promesse du bonheur dans le temps. Alors que faire avec ça? Donc on peut décider d'organiser la société complètement autrement, renoncer au PIB, arrêter de mesurer des choses qui finalement... Parce que mesurer, c'est gouverner. Si on mesure le revenu par tête, c'est parce que c'est ça qu'on veut viser et accroître. Donc si, en fin de compte, on se dit que le revenu par tête ne rend pas heureux, c'est quand même l'objectif, au moins dans les pays démocratiques, de rendre les gens heureux, donc il faut changer d'indicateur et d'objectif. Donc on peut faire ça. On peut contester l'effet stylisé, c'est-à-dire, en fait, il y a encore un courant de la recherche très dynamique qui remet en cause les résultats d'Easterlin, refait les mêmes calculs avec plus de données, plus de sophistication technique, etc. Donc il y a des auteurs qui, pour l'instant, la controverse est en cours. On ne peut pas dire que l'absence de tendance est un fait établi et que le débat est clos. En fait, c'est encore une discussion en cours, mais bon. On peut essayer d'expliquer le paradoxe, ça c'est ce que je vais faire, et puis on peut discuter d'autres aspects de la croissance. Bon, alors expliquer. Donc, quelles sont les explications du paradoxe d'Easterlin? Je suis sûre que vous les avez déjà en tête. En fait, il y en a deux essentiellement. Elles ont été proposées par Easterlin lui-même. La première, c'est qu'on s'habitue à tout. Donc, c'est le phénomène d'adaptation. C'est qu'en fait, on travaille, on fait des efforts pour s'enrichir dans l'espoir de vivre mieux et d'être plus heureux. Mais le problème, c'est qu'on s'habitue au sens où les aspirations, ce à quoi on aspire, s'élèvent en même temps que le niveau que l'on atteint. Or, si la satisfaction dépend de l'écart entre ce que l'on a et ce à quoi on aspire, à ce moment-là, la partie est perdue. C'est-à-dire qu'on ne pourra jamais combler cet écart. Si les aspirations augmentent en même temps que ce que j'atteins, eh bien, je ne pourrai jamais combler l'écart. Et donc, c'est pour ça que le bonheur moyen n'augmente pas sur le long terme. Alors, ça colle bien avec les faits, parce que le bonheur peut augmenter dans le court terme, pendant un certain temps, mais au bout d'un moment, les aspirations des gens, des habitants s'élèvent, et donc, de nouveau, l'écart se creuse. Donc, ce phénomène d'adaptation peut être une explication du paradoxe d'Easterlin. Je ne sais plus si je l'ai... Non. Alors, je vous raconte... J'essaie de ne plus faire trop de slides. Je trouve que c'est fatigant et endormant, les slides. Donc, j'ai minimisé le nombre de diapositives, de slides que je montre. Pardon. En tout cas, cette idée d'adaptation a été mise en évidence depuis longtemps, notamment par des chercheurs de l'école de Leiden, aux Pays-Bas, qui s'appellent Van Praag, Kaptein et Van Herwarden et d'autres, qui ont remarqué que quand ils posent aux gens la question du revenu minimum. Quel est le revenu minimum qu'il vous faut pour vivre bien ou pour joindre les deux bouts? Quel est le revenu qu'il vous faut pour vivre d'une certaine manière? Et ils remarquent que si un ménage gagne à un moment donné 100 €, disons, ce n'était pas des euros, c'était des florins, mais bon, de plus, eh bien, au bout de 2 ans, le revenu qu'il déclare comme étant nécessaire pour vivre bien a augmenté de 60 €. Autrement dit, en 2 ans, 60% de l'effet utile d'une augmentation de revenus s'est évaporé à cause de l'adaptation. Bon, bah donc au bout de 4 ans, c'est fini. Enfin, même au bout de moins de 4 ans. D'accord? Donc ça, c'est la première explication qui est assez intuitive. La deuxième explication, c'est presque la même, enfin, c'est très lié. C'est l'idée que, en fait, ce qui compte, ce n'est pas le niveau de revenu ou de vie absolu dont on jouit, mais c'est l'écart entre ce que l'on a et ce à quoi on se réfère.
Là, c'est pas, donc, il ne s'agit pas de se comparer à soi-même dans le passé, comme pour l'adaptation, il s'agit de se comparer à autrui. Donc, ce qui compte, ma satisfaction, la satisfaction que je retire de mon niveau de vie dépend non pas seulement de mon niveau de vie, mais de l'écart entre mon niveau de vie et celui de mon groupe de référence, les gens qui comptent pour moi, les gens auxquels je me compare. Pourquoi? Parce que je les vois souvent, peut-être parce que mes voisins, mes collègues, ma famille, mes anciens camarades de classe, mes anciens... Enfin voilà. Donc si, toujours cette théorie de l'écart, si ce qui compte, ce n'est pas le niveau, mais l'écart, et que donc, je compare à un groupe de référence, eh bien, on comprend bien que augmenter le revenu de tous ne va pas accroître le bonheur de tous, puisque, bon, prenons plusieurs cas. Si le revenu de tous augmente de manière homothétique, donc de la même manière, les écarts ne changent pas. Donc, la satisfaction des gens ne change pas. La satisfaction de personne ne change. Si le revenu augmente plus pour certains que pour d'autres, bah, les écarts changent pour les uns et pour les autres. Certains sont plus heureux, d'autres sont moins heureux, mais en moyenne, ça n'a aucune différence. Donc, c'est ce qu'on appelle un jeu à somme nulle. Donc, on voit bien pourquoi augmenter le revenu de tous n'augmente pas le bonheur de tous, comme le dit Easterlin. Voilà. Donc, cette hypothèse d'adaptation et cette hypothèse de comparaison, toutes les deux, expliquent bien les faits stylisés d'Easterlin. Juste une petite parenthèse, c'est très comportemental en fait ça. Ça va tout à fait dans la théorie de Kahneman et Tversky. Je ne sais pas si vous avez vu le livre de Daniel Kahneman, qui s'appelle Système 1, Système 2, enfin ce qu'on appelle l'économie comportementale, et notamment la théorie des perspectives. Cette idée qu'en fait, la seule chose qui compte, c'est toujours le relatif, c'est toujours la valeur de ce que j'ai, mais rapportée à une onde de référence. C'est jamais l'absolu. On ne regarde jamais les choses dans l'absolu. On a toujours besoin d'un effet de cadrage. Ça, c'est l'économie comportementale. Voilà. Donc, ce qu'a fait ce domaine de recherche, c'est d'essayer de mettre en évidence ces phénomènes d'adaptation et de comparaison. Donc, juste pour vous donner un exemple assez amusant. Donc, c'est un groupe d'économistes californiens qui a remarqué que... alors, en Californie, il y a une loi qui oblige les salaires de tous les fonctionnaires, enfin les salariés du secteur public, à être information publique. Ils doivent le publier. Et il y a un journal qui s'appelle Sacramento Bee, qui a ouvert un site internet qui s'appelle Sacramento Bee Website, qui publie donc, qui met en ligne les salaires de tous les gens qui travaillent dans la fonction publique en Californie, enfin qui travaillent pour l'État, dans le secteur public, pardon, en Californie. Alors, ces économistes ont mené une petite expérience, parce que en fait, les économistes adorent les expériences, une expérience contrôlée. Le site a ouvert en mars 2008 et eux ont fait une expérience auprès de 6500 personnes employées dans 3 universités californiennes, à la fois des enseignants, des cadres administratifs, c'est à la fois des enseignants en économie, dans le domaine de la santé et d'autres. Alors le site est comme on voit là, vous pouvez y aller, vous pouvez regarder, vous allez sur le site, vous tapez le nom de la personne dont vous voulez voir le salaire et hop, le salaire apparaît, vous voyez le salaire, la base permanente, le bonus. Vous voyez aussi le salaire de la personne qui est le mieux payée dans le département. Là, on le voit, c'est 280 000 $ en 2008. Vous voyez le salaire moyen des gens du département. Vous voyez tout ce que vous voulez. Tout est en ligne. C'est bien fait, c'est très bien fait. Et là encore, c'est une vieille saisie du site. Il est encore mieux maintenant. Alors, ce que font ces économistes californiens, ils divisent l'échantillon en 2 et de manière aléatoire, hein, au hasard. Donc, il y a 3000 personnes. Ils en tirent 1500 au hasard. Et il leur envoie un message en disant « Bon voilà, nous sommes des professeurs d'économie d'universités californiennes, de Princeton et autres, et nous menons une recherche sur les salaires dans l'État californien. Est-ce que vous êtes au courant qu'il existe un site internet qui s'appelle Sacramento Bee Website, et sur lequel on peut trouver tous les salaires de tout le monde ?» Voilà. Et puis l'autre moitié de l'échantillon n'ont rien. Et puis, 10 jours après, ils reviennent et ils font passer un questionnaire auprès de tout le monde, cette fois-ci, à la fois la moitié qui a eu droit à l'information et puis l'autre moitié qui n'a pas eu l'information. Est-ce que vous êtes satisfait de votre salaire dans ce travail que vous occupez? Est-ce que vous êtes satisfait de votre travail? Est-ce que vous trouvez que les salaires sont fixés de manière assez juste dans votre département? Est-ce que vous avez envisagé de changer d'emploi pour l'année prochaine? Est-ce que vous trouvez que les différences de revenus aux États-Unis sont trop grandes? Et voilà. Et donc, ils combinent toutes ces réponses dans un indice de satisfaction. Et le résultat, c'est que les gens qui ont eu connaissance, qui sont dans ce qu'on appelle le groupe de traitement, donc ceux qui ont eu connaissance de l'information et qui découvrent que leur salaire est inférieur à la moyenne ou à la médiane dans leur département, sont vraiment beaucoup plus insatisfaits de leur salaire, de leur travail, etc.,
que ceux qui soit sont au-dessus de la médiane, sont bien payés, soit n'ont pas eu l'information. Donc, ils peuvent calculer ça parce qu'ils ont accès à toutes les données administratives de l'université, donc ils savent exactement pour chaque personne interrogée comment se situe son salaire par rapport à la médiane du département. Et donc, les gens ont été évidemment regarder les collègues de leur propre département, ils ont pris connaissance de leur position relative dans les salaires du département et se sont rendus compte qu'ils étaient soit très bien payés, soit assez mal payés, et en fonction de ça, ils en ressentent une plus ou moins grande satisfaction. Alors ce qui est beau dans la raison pour laquelle je vous raconte ça, c'est que là, c'est vraiment un lien causal. Ça va vraiment de « je prends connaissance de ma position dans la répartition des salaires » vers « je suis plus ou moins satisfait ». C'est pas dans l'autre sens. Une autre illustration, juste de l'importance des comparaisons, c'est, je vais vous montrer ça sur, c'est où? C'est là. Ça marche. Je ne sais pas s'il va y avoir le son. Ah, non mais ça... Il y a de la publicité maintenant. Ah, désolé. Voilà, alors c'est des gens qui élèvent des singes capucins pour faire des expériences scientifiques. Vous voyez ça? Hein? Ah, ça marche pas? Ah bah alors ça, je sais pas. Moi, je le vois, mais... Oui? On le voyait en petit? Ah, comment ça se fait? Et comment je peux le relancer? Donc, ils élèvent des singes capucins. Et là, les singes sont habitués à faire des tâches et à être récompensés pour les tâches. Donc là, il s'agit de prendre une pierre dans la cage et de la tendre à l'expérimentateur. Et en échange, ils reçoivent une récompense qui est un morceau de concombre. Et on va voir que... On va voir si on va voir, je ne sais pas. On peut l'enlever, par contre. Tu peux... Mais tu peux, j'attends, tu peux. Marche pas? Bon, bah tant pis alors, non? Hein? C'est bizarre, pourquoi ça? Je comprends pas, j'ai jamais vu ça. Bon, tant pis, mais ça, on laisse tomber? Bon, tant pis. C'est dommage, c'est incroyable. Donc, je vous raconte avec des mots. On peut enlever ce truc, parce que du coup, ça fait du bruit. Bon, en tout cas, vous regarderez, il y aura le lien sur le PowerPoint. Donc en fait, l'expérimentateur donne un morceau de concombre à un singe. Non, c'est pas ça. Non, c'est là. Non, attends. Et là, on voit quelque chose ou pas? Voilà. Bon, en tout cas, donc, bon, je ne sais pas si ça a la peine de raconter, mais bon. Donc, vous verrez, si vous regardez la vidéo, que la jalousie, les comparaisons sont quelque chose de tout à fait naturel qui existe même chez les singes. Voilà. Je ne vous raconte pas, le truc. Donc que faire? Donc, on constate que il n'y a pas de tendance sur le long terme à l'augmentation du bonheur. On comprend que c'est à cause des phénomènes d'adaptation et de comparaison. Donc, avant de renoncer à la croissance, est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose à dire? Donc, il y a plein d'autres choses. Parmi les bémols, disons, avant de renoncer à la croissance, il y a un aspect positif de la croissance, même en tendance, dont on s'est rendu compte avec
mes collègues Andrew Clark et Sarah Flech, qui étaient notre étudiante en thèse, c'est que au cours des épisodes de croissance, dans les pays qui ont connu des épisodes de moins 5 ou 10 ans de croissance continue, on observe que les inégalités de bien-être déclarées, les inégalités de bonheur ont diminué. Les écarts de bonheur entre les gens diminuent dans les pays au cours des épisodes de croissance. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur ce graphique? On voit, sur le graphique de gauche, on voit Easterlin, le paradoxe d'Easterlin, c'est-à-dire la ligne rouge, c'est le revenu par tête, ça augmente. La ligne bleue, c'est le bonheur par tête, ça stagne en tendance. Et sur le graphique de droite, on voit la ligne rouge, le revenu par tête, le même. Et la ligne bleue, c'est l'écart type, c'est-à-dire une mesure de l'inégalité, de dispersion du bonheur au sein de la population, à chaque instant du temps. Chaque point, c'est un instant du temps, une année. Et donc, on voit qu'au fur et à mesure, là, c'est juste au fur et à mesure du temps, dans un pays qui connaît une croissance continue, eh bien, le bonheur des gens se resserre, s'homogénéise au cours du temps. Et on a exactement le même genre de graphique pour les pays pour lesquels on a les données, donc la Grande-Bretagne ici, l'Allemagne, les États-Unis, l'Australie, et puis tous les pays qui sont dans ces grandes bases de données qui suivent les pays au cours du temps, comme Eurobaromètre, qui commence en 70 jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe en fait? Ce qui se passe, c'est que quand on représente les échelons, par exemple là, c'est les données sur la gauche, ce sont les données anglaises. Donc, ce sont les échelons de bonheur. Donc, dans l'enquête anglaise, on demande aux gens de déclarer leur niveau de bonheur sur une échelle de 1 à 7. Okay, donc, il y a 7 échelons. Et donc, les barres de l'histogramme montrent combien il y a de gens sur chaque échelon. Donc, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de gens sur les échelons les plus malheureux, de 1, 2. Il y a le mode, donc il y a plus de gens qui choisissent 5, 6, et puis il y a des gens qui choisissent 7. Alors, les barres en bleu, c'est ce que les gens ont répondu en 1996. Et les barres en rouge, c'est ce que les gens ont répondu en 2008. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que entre les deux dates, il y a moins de gens qui choisissent les échelons les plus bas, et il y a aussi moins de gens qui choisissent l'échelon le plus élevé. Sur le graphique de droite, qui représente l'enquête allemande, qui est vraiment une excellente enquête qui interroge des dizaines de milliers d'individus tous les ans depuis 1984, on voit aussi cette disparition des gens sur les échelons les plus bas, 0, 1, 2, quasiment plus personne. Il y a plus de gens sur les échelons moyens, et il y a moins de gens sur les échelons 9-10. Donc on a ce phénomène dans tous les pays pour lesquels on a des données. Et on observe ensuite, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas prévu montrer le graphe, mais on observe effectivement que dans tous les pays pour lesquels on a des données qui ont connu des phases de croissance positive pendant au moins 5 ou 10 ans, eh bien on voit cette dispersion qui décroît. Et en revanche, dans les pays qui ont connu des phases de récession, au contraire, la dispersion augmente. Donc, on a quand même ce phénomène d'homogénéisation du bonheur qui est produit par la croissance. Donc, si vous voulez, c'est comme une sorte de bémol par rapport à Easterlin. On peut dire, bon, la croissance n'augmente pas le bonheur des gens sur le long terme, mais au moins, elle homogénéise le bonheur des gens. Pourquoi est-ce que la croissance homogénéiserait le bonheur des gens? Il y a plusieurs explications possibles. Une explication, c'est que la croissance moderne, elle est faite quand même de pas mal de biens publics. Des choses que tout le monde peut consommer, sans qu'on puisse exclure personne, ni par les prix, ni autrement. Qu'est-ce que c'est que les biens publics? Bon, les transports, bien sûr, l'université, l'éducation, la santé, etc. Mais pas seulement. Aussi des biens publics immatériels, les droits, la gouvernance, les libertés civiles, tout ça, ce sont des biens publics. Donc, pour un économiste, le bien-être dépend de la consommation et le loisir. Dans la consommation, il y a la partie privée, ce que je consomme moi et puis pas les autres, et puis il y a la partie publique, ce que tout le monde consomme de la même manière. Les biens publics, c'est ce que tout le monde consomme de la même manière. Donc ces biens publics dont je viens de parler, ils entrent dans la consommation de chacun, et donc il est tout à fait normal de voir que le bonheur, le bien-être s'homogénéise, puisque les gens consomment une partie de plus en plus grande dans leur panier de consommation, il y a une partie commune qui est de plus en plus large. Donc ça homogénéise les conditions de vie des gens, donc le bonheur. Ça, c'est une explication. L'autre explication, c'est que le développement crée une espèce de... le revenu, c'est une sorte de... Comment on dit ça? Un buffer stock, un amortisseur. C'est qu'évidemment, en cas de choc, et dans la vie économique, il y a sans arrêt des chocs, et même dans la vie tout court, disposer d'un matelas financier, c'est toujours une condition beaucoup plus favorable pour faire face. Donc, plus un pays se développe, plus les chocs économiques peuvent être compensés, notamment plus les ressources budgétaires permettent de compenser les perdants lors des chocs. On a de quoi, on a une espèce de marge de manœuvre pour
pour faire en sorte que les chocs qui tombent sur certains eh bien, soient compensés pour ces personnes-là. Voilà, donc ça c'est une espèce de bémol par rapport à Easterlin, disant bon, ben, au moins on sait que la croissance va homogénéiser. Or, enfin, c'est quand même pas négligeable. Hein. Si on, par exemple, dans la théorie de la justice de Rawls, il y a l'idée que, supposons que vous deviez naître et puis vivre dans une société, vous deviez choisir la société dans laquelle vous allez vivre, mais sans savoir où vous serez dans la société. Donc derrière ce qu'il appelle un voile d'ignorance. Est-ce que vous allez choisir la société dans laquelle il y a plus d'inégalités de bonheur, c'est-à-dire certains seront très heureux et d'autres très malheureux, mais vous ne savez pas où vous serez vous? Ou est-ce que vous choisiriez une société dans laquelle les gens sont tous plus ou moins également heureux? Donc si vous êtes averse au risque, ce qui est en général le cas, vous allez quand même choisir la deuxième société. Donc on considère quand même qu'avoir un bonheur plus homogène entre les habitants, c'est quand même quelque chose de... c'est préférable. D'accord? Bon, ensuite... voilà, donc avant de... Donc, et puis ensuite, bon, après, on peut discuter sur le plan un peu plus technique du paradoxe d'Easterlin, c'est-à-dire est-ce qu'on croit vraiment au paradoxe d'Easterlin? Est-ce que vraiment il n'y a pas d'augmentation en tendance du bonheur? Bon, c'est une question un peu ouverte, peut-être une question pour Pierre-Henri Tavoyot plutôt. Bon, d'abord, est-ce qu'il est possible d'imaginer qu'on puisse accroître le bonheur des gens indéfiniment? Est-ce que l'être humain est fait pour connaître des niveaux de bonheur toujours supérieurs? Ou est-ce que finalement, ce n'est pas plutôt en nous, cette incapacité à être toujours plus heureux? Ce que je veux dire par là, c'est que, est-ce que c'est la croissance qui est fautive ou est-ce que c'est simplement la condition humaine? Et je pose la question parce que, en fait, dans la rhétorique d'Easterlin, il y a l'idée que bon, bah, la croissance ne rend pas les gens heureux, donc c'est la faute de l'économie, donc il faut faire autre chose. Mais il faut faire, par exemple, passer plus de temps dans sa famille ou avec ses amis. Mais quand on regarde ces domaines-là, la famille, les amis, les enfants, on se rend compte que ces domaines sont également sujets aux problèmes que l'on a évoqués, à savoir adaptation et comparaison. On s'adapte aussi à pas mal de choses dans la vie, y compris, enfin, c'est ce que montre la recherche, y compris le mariage, les enfants, etc. En fait, les événements de la vie peuvent nous conduire à des niveaux de bonheur plus élevés, et puis ensuite, on retombe souvent à son niveau de base. Les phénomènes de comparaison s'étendent même à des domaines qui, a priori, en seraient indemnes. Par exemple, je sais pas, on voit bien que les gens comparent le niveau d'études de leurs enfants, les écoles, les vacances, les maisons de vacances, etc. Enfin, les gens, en fait, comparent absolument tout, et pas seulement le revenu. Donc finalement, la question c'est est-ce qu'il existe des domaines de la vie qui ne soient pas sujets à ces deux problèmes, comparaison et adaptation? La réponse n'est pas vraiment claire. Et finalement, si cette idée est vraie, selon laquelle ce qui compte c'est pas le niveau mais l'écart, finalement, est-ce que c'est pas plutôt est-ce que l'être humain n'est pas comme ça et c'est pas uniquement dans l'économie que c'est vrai? Ensuite, il y a un petit bémol méthodologique, peut-être un dernier. Moi, ça m'a toujours un peu gêné, c'est qu'on essaye de mesurer des évolutions au long cours avec une échelle bornée. On demande aux gens de se situer sur une échelle de 0 à 10, et puis on leur pose la question on pose la question aux gens sur des générations et des générations, et on essaye de comparer les réponses que donnent les gens dans les années 70 avec les réponses que donnent les gens aujourd'hui. Mais c'est quoi, enfin, ces échelons de bonheur, c'est pas des watts, c'est pas des euros, c'est pas des pains au chocolat, ce sont des échelons relatifs à un contexte, à un référent. Donc qu'est-ce que c'est que ce 0, qu'est-ce que c'est que ce 10? Ça dépend de ce qu'on met derrière. Donc quand je vous pose la question aujourd'hui, est-ce que vous êtes heureux sur une échelle de 0 à 10? Vous allez vous demander à quoi correspond 0 dans l'ensemble des possibles pour vous, pour votre vie actuelle, et à quoi correspond 10. Mais c'est pas... Donc ce monde des possibles auquel vous pensez quand vous essayez de répondre à la question n'est pas le même que celui d'une personne qui aurait été interrogée en 1942. Donc moi, personnellement, mon point de vue, c'est que ces données ne se prêtent pas très très bien aux comparaisons en longue période, à moins de prendre des précautions méthodologiques pour contrôler ça. Mais ce que fait Easterlin, c'est quand même très simple, et c'est pour ça que c'est séduisant, mais c'est un peu naïf quand même. Donc, bien que ce soit la bouteille à encre du domaine de recherche, moi, en tout cas personnellement, je ne suis pas pour l'instant convaincue que la croissance ne rend pas les gens heureux, même sur le long terme, à cause de ce problème méthodologique. Bon, alors je ne sais pas si j'ai fini, épuisé mon temps, ou s'il me reste 5 minutes pour la France. Non ? Alors, bon, au-delà de... Ok, donc on a parlé de la relation entre niveau de vie et bonheur. Et effectivement, comme on l'a fait tout à l'heure, comme on l'a vu tout à l'heure, on peut représenter cette relation dans une approche comparative entre pays, en représentant le revenu par tête des pays, donc sur l'axe horizontal, là, l'abscisse. Là, c'est le revenu par tête en euros, en prix constant de 2005. Et puis la satisfaction dans la vie moyenne
sur une échelle de 0 à 10. Et ce graphique est construit avec l'enquête sociale européenne qui interroge les gens, tous les Européens, dans 35 pays d'Europe, tous les 2 ans depuis 2002. Donc on voit qu'il y a une relation typique entre revenus et satisfaction dans la vie. C'est représenté par la ligne. Autour, c'est l'intervalle de confiance. Donc il y a des pays qui sont les champions du bonheur. Bon, ça c'est bien connu. Hein. Il y a le Danemark qui est vraiment un outlier là, qui est au-dessus de l'intervalle de confiance, très heureux. La Finlande, la Suède, la Suisse, etc. Et puis il y a des pays qui sont moins heureux que ce que prédirait la relation typique entre revenus par tête et bonheur, et notamment la France, qui est vraiment le petit point là en dessous de la courbe. Donc pour un revenu par tête donné, disons, vous voyez juste au-dessus de la France, il y a presque la Finlande. Donc si on vidait la France de ses habitants, on mettait les Finlandais à la place, on montrait directement comme ça, sans rien changer, au-dessus comme de niveau de bonheur. Alors on pourrait dire, bon mais là c'est la relation entre le revenu par tête et le bonheur, mais le revenu par tête c'est pas tout, c'est juste financier. Alors très bien, regardons un autre indicateur qui est beaucoup plus large, qui est l'indicateur de développement humain. Donc là sur l'axe des abscisses, on a mis l'indicateur de développement humain qui mesure un peu le revenu par tête, aussi l'espérance de vie et le niveau d'éducation. C'est quand même pas mal parce que le revenu par tête, c'est qu'est-ce que je peux faire, c'est quand même le pouvoir d'agir ou de choisir. Le niveau de vie, le niveau d'éducation, c'est avec quelle habileté ou quelle intelligence je vais faire mes choix. Et l'espérance de vie, c'est pendant combien de temps je vais pouvoir les faire. Donc finalement, ces 3 choses ensemble, ça mesure quand même pas mal de choses. Et donc on a la relation entre cet indice de développement humain qui est construit par l'ONU, hein, par les Nations Unies, et le même indicateur de satisfaction dans la vie. Et on voit que de nouveau, la France est en dessous de la courbe, en dessous de l'intervalle de confiance. L'Allemagne n'est pas très bien placée non plus dans cette relation typique. Ce n'est pas quelque chose de récent, puisque quand on utilise des données qui remontent aux années 70, au début des années 70, les données de Eurobaromètre, et qu'on représente le bonheur moyen des gens au cours du temps, on voit que la ligne bleue un peu plus épaisse qui représente la France, elle est en dessous de celle des autres pays. C'est toujours le même groupe de pays, je ne change pas, c'est toujours les mêmes pays. Okay. Alors on pourrait dire, bon, peut-être, est-ce que c'est simplement une manière de parler, est-ce que c'est à cause du mot bonheur qui a un sens spécial en France, alors que peut-être que happiness en anglais c'est moins exigeant que bonheur, peut-être qu'en danois le bonheur en fait il est tout à fait trivial et tout le monde dit oui. Je ne sais pas. Mais alors pour ça, pour essayer de contourner ce problème, on peut essayer de mesurer autrement. Notamment, on mesure, j'en ai parlé au début, l'émotion, le bonheur, enfin, les affects, une notion beaucoup plus court terme. Donc par exemple, l'enquête Gallup interroge les gens et leur demande la semaine dernière ou hier, au cours de la journée passée, hier, est-ce que vous vous êtes souvent senti angoissé, nerveux, triste ou au contraire détendu, calme, joyeux. Et donc on peut mesurer le nombre de gens qui disent que hier ils se sont sentis comme ci ou comme ça. Donc voilà pour les mêmes pays le score d'émotions négatives. Donc alors worry, donc préoccupé, triste, en colère, angoissé. Oui ou non. Donc le score d'émotions négatives. On ne voit pas très bien peut-être, mais l'histogramme, la barre la plus à droite, la plus élevée, c'est celle de la France. La barre la plus à gauche, même moi je ne vois pas très bien, je sais pourquoi, c'est celle de le Danemark, la Norvège, la Suède et la Finlande. Donc ceux qui ont le score de émotions négatives les plus faibles sont les pays nordiques. Et la France, et puis à côté de la France, il y a l'Espagne et le Portugal, ont les scores les plus élevés. Ensuite, les émotions positives hier. Donc, enjoyment, donc joyeux, souriant, heureux. Donc, la France, c'est celle pour laquelle j'ai mis le cadré rouge. Donc, elle est vraiment classée assez bas. Derrière elle, il y a le Portugal et l'Espagne quand même. Et puis, toujours pareil, les pays les plus heureux sont les pays scandinaves. Donc, ce n'est pas uniquement parce que le mot heureux est difficile à employer en France. C'est même en termes émotionnels, les Français déclarent des émotions moins positives et plus négatives que d'autres pays. Donc là, vous vous souvenez de ce graphique qu'on avait vu. La France, bon, là, je ne sais pas si vous le voyez, mais elle est bien en dessous de la courbe, encore une fois. Donc il y a certainement des aspects culturels dans le bonheur. Hein. C'était pour peut-être conclure là-dessus, et puis après on discutera. Donc il y a une relation forte entre niveau de vie et bonheur.
il y a évidemment d'autres aspects culturels qui jouent autant, parfois peut-être plus, et qui mitigent cette relation entre développement et ressenti, finalement. Comment les gens transforment les conditions de vie objectives dans lesquelles ils sont placés, de leur vie, comment est-ce qu'ils les transforment en bonheur. C'est comme s'il y avait une fonction de transformation, une sorte de machine, et qu'en France, cette fonction était un peu déficiente, finalement, dans les mêmes... Donc, si on prend même des gens plus proches que nous, que les Finlandais, par exemple les Belges, j'ai fait le calcul que si les Belges venaient vivre la vie des Français, eh bien, en changeant absolument rien aux conditions professionnelles, enfin, toutes les conditions de vie des gens, eh bien, on monte d'un demi-échelon de bonheur sans rien changer. Donc il y a cet aspect culturel qu'il ne faut pas négliger. Donc, malgré le fait que je suis une économiste et que ce champ de recherche est assez investi par les économistes, on s'intéresse quand même beaucoup à ces aspects culturels. Peut-être j'arrête là et puis comme ça je peux prendre des questions et discuter de manière plus interactive.